Bonjour et bienvenue dans ce point lecture numéro 2, donc du mois de juin. Alors je suis désolée, je recommence, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai voisin un peu bruyant, donc voilà, par avance, les cris, et les tapements et claquements de porte ne sont pas de mon fait. Alors oui, il y a un nouveau terrain de jeu et non, il n'y a pas le général Hux parce que monsieur a élu domicile sur le balcon, il fait bien trop beau et oui, j'affiche mes couleurs de Liverpool, je suis désolée, voilà. Allez, on commence, sinon ça va durer 4 plombes. Alors, je vous mettrai en lien la vidéo du book haul de mois de mai, donc évidemment vous allez en retrouver, il y en a des nouveaux. Alors il y a une autre vidéo de book haul que j'ai faite. Alors je ne sais pas dans quelle façon je vais la faire, je ne sais pas si la book haul va passer avant le point lecture, on va voir. Mais en tous les cas, vous allez sûrement retrouver deux livres en tous les cas qui sont à la fois sur le book haul et à la fois sur le point lecture parce que je les ai lus dans la foulée. Alors on commence par Bertrand de Born. Donc vous connaissez ma façon de faire, hein, toujours pas ma bobine, mais les livres. Que j'avais présenté dans un book haul du mois de mai, donc de Jean-Pierre Tuila aux éditions Je recommence Farnlac. Alors, sauf si vous êtes vraiment intéressé, enfin vous vous êtes intéressé à l'enfer de Dante, je veux dire, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce nom avant, car Dante, le site, donc la classe, Bertrand de Born était un seigneur, alors celui de Hautefort en Périgord, un troubadour également, qui, on va dire, a fini sa vie dans une abbaye, l'abbaye de Talon, alors, de Dallon, pardon. Et en fait, Jean Pertula nous fait revivre cette vie tumultueuse en raison de la guerre qui se passait sous le règne des Plantagenets. Ses rivalités, ses complots contre Richard, cœur de Lion, notamment. Et l'œuvre de Bertrand de Born s'inscrit dans la période de poésie d'amour courtois, que de la satire aussi, de la politique également, un peu plus léger de certains aspects. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre, qui offre à on va dire toute la vie de cet homme de son temps, entre la poésie et la guerre, entre l'amour et la haine, entre la politique et la raison. Et bon, comme je vous l'avais dit, c'est aussi une lecture documentaire, puisque ça rentre dans le cadre du prochain roman que je suis en train d'écrire, mais ça, je ne vais pas vous le dire. Donc ça, c'était Bertrand de Born. Deuxième livre lu, ça, je vous en avais parlé dans le book haul, c'est le stream de Amandine Peter aux Nouvelles Plumes. Alors, le roman est court, il fait 220 pages, qui vous emporte dans un stream, donc un cours d'eau artificiel qui alimente en eau et en électricité, donc vive l'écocité, on va dire, d'une île et l'ensemble des habitants de la cité de Wanda. Alors, on suit les aventures de Nina avec un Y qui m'a eu l'air d'être échappée, on va dire, du cinquième élément. Moi, je me la suis figurée un peu comme ça, un peu Mila Jojovic. Et elle se trouve au cœur d'une intrigue entre action, aventure hors réseau, donc à la source, avec des mystères, notamment la mort de ses parents, l'origine cours d'eau, etc. Et il faut le dire, un peu de romance. Alors, cette histoire, puisque en fait elle oscille entre deux garçons, dont un qui m'insupporte grandement, le plus lisse, marrant, tiens. Mais bon, c'est la partie de l'histoire qui m'a semblé la plus convenue et la plus facile à deviner, mais bon, vous savez, je suis pas vraiment une fan des romances. Et du coup, bon, moi, voilà. Mais je dois avouer que celle-ci de romance m'a été beaucoup plus facile à accepter que l'autre, mais pour des diverses raisons. Alors, la lecture a été hyper agréable, rapide, sans prise de tête, avec une intrigue facile à suivre, avec des personnages bien campés, vraiment. Ça s'adresse autant à des adolescents qu'à des jeunes adultes, qu'à des vieux comme moi, voilà, des dinosaures. Mais c'est surtout à ceux qui aiment ce genre de littérature, puisque c'est estampillé le young adulte. Moi, voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre littéraire. Je n'arrive pas à définir vraiment ce qui peut l'être, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'en ai lu un qui est censé être un young adulte, et que pour moi, c'était pas du tout young adulte. C'était très très adolescent. Donc voilà, je dois être moi qui dois connaître assez mal les bornes de ce thème-là. Bref, je sais qu'il existe un deuxième tome, puisque la fin nous interroge sur deux questions, et je l'ai en commande, donc il sera peut-être pas dans le book haul de ce mois-ci, mais dans le book haul de juillet. Euh,
Et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un troisième qui était en cours de préparation dans l'écriture, donc ouh, ça va être super. Donc je vous conseille ce livre si vous aimez ces ambiances-là. Les filles avaient du caractère bien trempé et l'eau pas très claire, voilà. Mais moi, ça fut une bonne lecture dans Le Stream de Amandine Peter. Autre livre, pareil, toujours, alors c'est 2030, allez hop, bien la belle organisation, Lisa. Euh, Désolée. 2030, ah ça je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. 2030 de Magaï Guyot, donc chez Robel Édition, que j'ai lu. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser parce que je trouve que c'est rigolo de vous le dire. Alors évidemment, Bertrand de Born était lu à la maison, vu la taille de la bête. Le stream à la maison aussi, mais celui-ci a été lu dans le bus. Alors cette fois-ci, on va dire que l'intrigue nous propulse dans un pays en pleine guerre civile, sur fond d'un conflit politique qui le scinde en deux, en gros. Chacun fait des exactions de son côté. D'un côté, le pouvoir, les instances, les personnes entre guillemets loyales, celles qui croient entre la politique et les gouvernants, et l'autre, ceux qui s'y opposent, hein, bien évidemment. Donc de ce principe, le roman s'ouvre sur la découverte d'une amnésique, Ambre, qui entraîne plusieurs personnages, dont un inspecteur dont la famille a été meurtrie par un terrible attentat, vers une histoire assez complexe entre intime et pouvoir. La situation, on va dire, stressante, s'amplifie petit à petit, et on essaie de tisser le fil du pourquoi. Pourquoi Ambre a survécu à un attentat? Qui est-elle? Que veut-elle vraiment? Qu'a-t-elle fait vraiment pendant toutes ces années où elle a été, on va dire, elle a disparu, parce que ça a fait à peu près 6 ans. Et pourquoi l'inspecteur accorde-t-il sa confiance immédiatement à cette jeune femme, outre le fait qu'elle est jolie, hein, voilà. Donc 2030, on va dire, stimule le lecteur, en tous les cas moi, car on imagine des théories au fur et à mesure de la lecture. Alors bien sûr, comme dans le stream, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté romance sous-jacente a été pour moi vraiment secondaire. Je l'ai dit à l'auteur avec qui j'ai échangé et qui a eu la très gentille, la gentillesse et on va dire la délicatesse de m'envoyer son dernier roman, dont je parlerai dans le hall, vous verrez. Euh, mais honnêtement, pour moi, c'était secondaire. Je pense que pour vous, pour ceux qui aiment ce genre de roman-là, bah, ça va être autre chose. Moi, je l'ai vu arriver trop facilement, tout de suite. Et puis, la fin, pour moi, elle n'était pas assez rotor. Alors je sais, je suis un peu spéciale, mais elle était vraiment pas assez rotor. En tous les cas, moi j'ai passé un très bon moment de relecture, vraiment sur la partie anticipation, lutte, savoir qui était Ambre, etc. Alors le roman nous donne un côté assez sombre, hein, et j'espère que c'est pas prophétique. Mais en tous les cas, 2030 de Magaï Guillot est à lire si vous aimez les romans d'anticipation et si vous n'êtes pas rebuté par les romances convenues. Voilà, mais sinon voilà, c'est à lire et moi je me suis pas ennuyée. Voilà, à part que bon, voilà, oh, on va pas revenir sur l'histoire d'amour, c'est chiant. Oh là là, oh là, bah, côté histoire d'amour, comment vous expliquer que c'est pas du tout une histoire d'amour dont je vais vous parler. J'arrange, hein, parce que c'est un peu le souk là. Alors, l'autre roman, c'est Peter Pan, Les Contes interdits de Simon Rousseau aux éditions Hadar, qui est une maison d'édition du Québec. Alors, comment vous dire? Mon Dieu, mon Dieu. Alors, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains, notamment pour, comme c'est indiqué d'ailleurs, interdit au moins de 18 ans. Je vais vous montrer ça. Alors, d'abord, il écrit pour public averti d'entrée de jeu sur la couverture. Et le quatrième vous explique que quand même un minimum 18 ans et plus. Vous voyez le... Voilà, voilà. Donc, bon, après, la réflexion que j'ai faite, c'est qu'avec les tablettes, smartphones, ordinateurs, etc., je pense que les gamins qui ont moins de 18 ans ont vu pire, déjà. Mais bon. Mais est-ce qu'ils l'ont lu, le pire? Je sais pas. Alors, comment revisiter le conte de Peter Pan avec des personnages principaux en précipitant dans un monde brut, sexuel, pervers, sanglant et complètement barré? Ah ben c'est ça, entre poussière, alors la poussière c'est une drogue, Clochette, c'est une espèce de perverse comtesse de la drogue et un peu nymphomane, Pan, enfin Peter Pan, psychopathe, ouais, vraiment pas un autre mot pour lui, Hook, alors qu'il y a un ancien policier manchot, bah on s'en doutait, hein, bien sûr. Il y a Crocodile hein, aussi, voilà. Mais c'est pas un crocodile, c'est un tueur en série. C'est un florilège de tueurs, de tortionnaires, d'accros à tout genre qui s'envoient en l'air, se torturent ou se défoncent sans garde-fou. Et quand je vous dis sans garde-fou, c'est pour envoi en l'air, torture et défonce. Hein. Non, non, je vous assure. Alors, autant vous le dire tout de suite, si vous êtes prude, peu attiré par les thrillers, le sang, les larmes, les scènes crues, les gros mots, vous avez intérêt à passer votre chemin parce que vous avez intérêt à fuir Pan et sa bande. Hein.
sans faire de jeu de mots vulgaires. Par contre, si vous voulez lire un conte très subversif qui heurte vos petits yeux et votre petit estomac aussi de temps en temps, qui est assez étonnant, détonnant, etc. Cette série, oui, parce qu'il y a d'autres contes détournés, hein, est faite pour vous. Je vous le signale, c'est cru, c'est vulgaire quelquefois, mais vraiment. Franchement, alors moi j'ai pas du tout été choquée, je vous le dis tout de suite, il m'en faut beaucoup plus que pour être choquée. Mais enfin, je pense aussi que ça peut heurter beaucoup de monde. Alors, il faut l'être honnête, moi j'ai lu, ça m'a plu parce que j'aime Peter Pan depuis des années. Mais honnêtement, je vais pas en relire un autre parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé en matière de lecture. Et puis maintenant, le problème c'est que je vais voir Peter Pan d'un autre œil. Mais bon, c'est pas grave. Allez, autre roman, mais enfin c'était à voir. Donc Peter Pan de Simon Rousseau aux éditions Ada. Autre livre, ah oui, alors celui-ci a été lu dans le train, pas dans le bus, pas à la maison, dans le train, aller-retour à Lyon quand j'étais allée au salon de l'auto-édition le 1er juin. Et le hasard a voulu que, en fait, j'avais eu ce livre un petit peu avant, je m'étais dit tiens il est léger, il est tout petit, c'est un livre de poche, on va y aller. Et je n'avais pas regardé le planning du stand de Esthesie Box où j'étais gentiment hébergée et en fait bah, mon comparse de stand c'était lui. Voilà, donc comme quoi quand on arrive, voilà, hop, j'ai eu une dédicace, trop bien. Alors, Aurora Borealis, donc de Nicolas Feuze, aux éditions, là c'est le livre de poche. C'est un polar qui se passe à deux endroits, donc à la fois dans une prise d'otage lors d'un festival de musique à Neuchâtel, le Festinoche, qui existe hein, d'ailleurs, et lors d'un séjour familial en Laponie qui a viré au cauchemar. Alors, ça se passe pas à la même époque, bien entendu, puisque celle en Laponie est antérieure au festival. Mais enfin bref, l'homme qui a pris en otage certains spectateurs, ou visiteurs d'ailleurs de ce festival, s'appelle Walker, que l'on suit également en flashback en Laponie. Et la question qui revient sans cesse, c'est que s'est-il passé en Laponie? Et toujours là, surgissant pour mettre le lecteur et Walker à raconter le destin funeste de ce voyage. Alors, l'histoire est délivrée par petites touches, par indices, par description, par découverte, par explication des personnes rencontrées sur place. Et je vous invite à faire attention à tous les dialogues, même aux plus légers que vous pourriez penser, parce que euh, en suivant les quatre personnages, vraiment, enfin, quatre, il y en a plus que ça, mais en tous les cas, les quatre principaux, on va dire, c'est-à-dire Walker, donc Eric, le lapin éleveur de Yuski, le commissaire chargé de l'enquête sur place, donc en Laponie, Boileau, un négociateur suisse en proie à des soucis personnels. Chacun a son histoire, sa vision de la situation. Et petit à petit, l'histoire devient glaçante jusqu'au dénouement final, qui n'est pas un conte de Noël, hein, c'est pas le Père Noël est un peu une ordure là. Alors oui, il y a des invraisemblances, évidemment, qui vont faire dresser le sourcil de certains, hurler au loup à tous les coups, enfin sans faire de jeu de mots avec les loups, bref. On sent l'histoire hein, arriver de temps en temps, si, comme je vous l'ai dit, on fait très attention au dialogue, notamment entre deux protagonistes. Et honnêtement, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille deux, trois fois entre les réflexions du début. Et je me suis dit, oh là, il y a quelque chose entre ces trois personnages-là, il y a quelque chose. Et je trouvais qu'il y avait trois personnages, enfin deux personnages qui étaient mis un peu en avant, un autre aussi tout le temps, qui revenait tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, ouh là, il y a quelque chose entre les trois, là, il y a des secrets sur les trois, et je ne me suis pas trompée. Donc reste les paysages pardon, arctiques, la question lancinante, hein, qu'est-ce qui s'est passé en Laponie, les allers-retours et l'envie vraiment de savoir, ou non d'ailleurs. Mon sentiment était le bon, donc voilà, je dois avouer que j'avais bien trouvé la fin, et que les quelques dernières pages sont quand même beaucoup plus actives et plus addictives. Alors oui, vous allez me dire que certaines révélations sont tirées par les cheveux, blablabla. Mais si on se laisse prendre dès le début, Aurora Borealis est vraiment un bon polar, avec une intrigue à plusieurs niveaux, avec des indices, justement, je pense, laissés volontairement par l'auteur. Et là, pour moi, ben moi c'est un bon point, et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc, Nicolas Feuze, Aurora Borealis, au livre de poche. N'hésitez pas si vous voulez passer un bon moment dans un train. Voilà, voilà. Alors, autre livre, bon voilà, alors Tony Cavano, l'affaire Isobel Vine, alors c'est les éditions Point. Alors moi j'avais lu, je vous l'ai dit, Requiem, blablabla, j'avais adoré cet auteur que je ne connaissais pas, qui est australien, et donc j'avais décidé de lire un autre roman, comme je le fais
souvent, puisque j'aime bien me faire une idée sur 2 ou 3 romans d'un auteur quand je l'ai aimé. Alors, autant vous le dire, moi je vais lire tous ces livres à partir de maintenant, donc je vais me procurer celui qui me manque d'ailleurs, qui je crois est La Promesse. Alors, Tony Cavanaugh plante son inspecteur charismatique, Darian Richards. En duo avec une policière et un espèce de geek assez étrange, enfin, sur un cold case qui se déroule à Melbourne. Alors en fait, quand on prend Darian Richards, en fait il est en retraite anticipée, il est pépère au bord d'un lac. Son ancien chef vient lui agiter une enquête, l'enquête Isobel Vine, qui est morte quelques décennies plus tôt, est classée sans suite. Cette jeune femme avait été retrouvée pendue lors d'un jeu érotique, classée suicide accidentel, mais son père il y avait jamais cru et avait toujours persisté à trouver. Donc Tony Cavanaugh va alterner alors entre les narrateurs différents, apporter des clés sur l'enquête en flashback ou au présent. On rencontre alors les 4 flics, dont un qui est susceptible d'être un grand commissaire, un petit ami trompé, un prof séduisant, un richissime hôtelier qui traficote un tout petit peu, bref. Parmi tous ces protagonistes, un est évidemment plus, on va dire, affecté par cette affaire, puisque, comme je l'ai dit, il doit être commissaire, et que son parcours doit être sans tâche, bien évidemment. Alors, l'ambiance et les personnages sont bien travaillés, vraiment. C'est sans cliché pour moi, bénéficie d'une construction très intelligente, les chapitres sont courts, bien construits, avec des titres d'ailleurs originaux, sous forme de clin d'œil à la littérature contemporaine, et ça j'ai vraiment aimé. À travers l'Australie, le fonctionnement de celle-ci, sa mentalité, et Darian Richards, l'enquête navigue en eau trouble, avec des retournements, des révélations, et vraiment au bon moment, ou presque au bon moment, on va dire. Alors, c'est pas péjoratif ce que je viens de dire, c'est que vraiment, il y a des moments où, quelquefois, on peut l'anticiper, mais ça tombe pile quand on pensait, donc ça, c'est bien fait. Entre manipulation hiérarchique, dissimulation de preuves, pistes brouillées, des flics véreux, des trafics de drogue, des luttes de pouvoir, d'influence aussi, la science s'entrechoque et révèle une histoire où l'auteur s'amuse vraiment, vraiment beaucoup à brouiller les pistes jusqu'au final assez étonnant. Moi j'adore et vivement le prochain parce que alors là franchement Tony Cavanaugh je connaissais pas et je remercie encore Sonatine parce que franchement j'ai découvert avec Requiem et je pense être accro autant à Daniel Richard que à Tony Cavanaugh. Voilà, donc c'était l'affaire Isobel Vine chez Point, et donc je l'ai lu. Oui, je l'ai lu à la maison, celui-là, le soir sur le balcon ou avant d'aller me coucher. Oui, je sais, je marque toujours des pages qui me plaisent parce que je veux revenir sur quelque chose qui m'a marqué dans le roman. Autre livre, alors voilà, il va faire partie du book haul à la fois au book haul et à la fois donc point lecture. Ça s'appelle Mes amis ne savent pas lire de Benoît Tocassielli, alors qui est en auto-édition, que j'ai lu dans le bus. Je l'ai eu donc au salon de l'auto-édition à Lyon. Alors oui, je connais l'auteur. Alors je connais, c'est pas un pote, hein. C'est quelqu'un avec qui j'échange depuis quelques temps, quelques mois sur une plateforme d'auteurs qui s'appelle Scribd. Et là, à Lyon, qui je vois? Oh, regardez-moi qui je vois. Eh ben, Toka, voilà. Et donc je me suis dit, comment résister, puisque j'ai toujours promis à mes petits camarades de Scribd que si ils étaient publiés, autopubliés ou publiés, et dont je salue Gigi qui sort Le violoniste au mois de juin, je leur prendrai les bouquins. Et là, l'occasion était trop belle, donc j'ai pris son livre. Il y en avait d'autres, il y en a d'autres d'ailleurs. J'ai pris le marquage exprès pour vous montrer, parce qu'il y en avait un autre qui est très tentant, qui s'appelle L'évasion. Voilà. Mais je voulais lire celui-là parce que la quatrième m'a plu immédiatement, je l'avais lu et j'avais beaucoup... Enfin, la quatrième m'avait interpellée, je voulais le lire. Donc, ce roman est simple, attention, mais complexe à la fois. Il est touchant et très poétique parce que Jean-Philippe donc, est un être solitaire, grandement dû à son enfance malmenée, à sa vie amoureuse difficile et surtout à un bégaiement handicapant. Alors, il vit seul à la campagne, volontairement, avec une occupation principale, en dehors de son travail, qui est de faire la lecture, parce qu'il adore lire, aux occupants du cimetière du village d'à côté. Super. Alors pourtant, au milieu de sa vie bien réglée, il va croiser certaines personnes, mais il fuit toujours, puisqu'il a des blessures à l'âme et au cœur. Et Jean-Philippe va croiser la route de Maude, une ornithologue, lors d'une rencontre assez surprenante. Elle lui saute dessus, littéralement. Petit à petit, il va se confronter à la vie, à l'autre, à s'ouvrir petit, quitte à quitter son isolement pour le monde des vivants, en gros. L'histoire est entrecoupée des réflexions d'un écrivain en mal d'aspiration. Alors, l'écriture est fluide, mais très, très poétique, très délicate. Son héros est fragile, on a envie de le prendre dans ses bras toutes les 10 secondes chrono, et donne vraiment l'envie au lecteur
Ouais, de le protéger, c'est ça. Enfin, surtout lui-même, le pauvre vieux. Alors moi, j'ai été touchée par l'histoire, bien sûr, mais aussi parce que, je l'avoue, et puis j'en ai pas honte, hein, j'aime les cimetières et que je m'y promène moi aussi dans mon village et que je comprends fort bien le besoin de parler aux tombes et aux morts parce que, bon, bah, si vous me suivez hein, sur les podcasts ou autres, vous savez que j'ai déjà évoqué ma relation avec un poilu qui s'appelle Louis Gendreau, à qui j'ai consacré une biographie. Et que oui, je parle aux morts dans le cimetière de Saint-Martial-Viverolle. Ben oui, voilà. Donc, outre les citations littéraires hein, qui parsèment le roman, et que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs, elles sont percutantes, et le parcours très sensible, les situations et les personnages sont vraiment bien campés, on s'attache, c'est une belle histoire, une écriture délicate comme je l'ai dit, plein de poésie, triste, touchante, mais honnêtement, j'ai adoré et je l'ai bouffé véritablement dans le bus. Et j'ai beaucoup intégré tous les petits du bus parce que tout le monde me disait oh, vous avez vu, madame, mes amis ne savent pas lire. Et comment ils font pour lire le roman? J'adore ces gosses. Dans le bus, ils me font toujours des réflexions hallucinantes. Donc, je recommande donc, oui, voilà. Mes amis ne savent pas lire de Benoît Tocassielli. Je montre derrière, hein, parce que voilà, si vous voulez lire juste. Parce que, bon, oh, vous l'avez lu dans le book haul, peut-être, bon, bref. Voilà. Mais ça fait partie des livres que j'ai vraiment aimés. Et alors, et avant que je vous présente la bande dessinée, c'est une relecture, je le dis. J'ai la version brochée, pardon. Edna O'Brien, que j'adore, qui est un écrivain irlandais, vraiment une femme fabuleuse, qui avait écrit Les Petites Chaises Rouges. Et je l'ai retrouvé en livre de poche à 3 francs 6 sous, en fait. Parce qu'il y avait une dame qui vendait ça sur le marché, vraiment je pense pour s'en débarrasser très rapidement. Et en fait cette histoire-là se passe en Irlande. C'est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme qui est originaire du Monténégro, qui s'est établi comme guérisseur en gros. Et en fait, petit à petit, elle va découvrir que cet homme est en fait un des tortionnaires des guerres de Yougoslavie, qui connaissait Radovan Karadzic, etc. Enfin bref, la totale. Et honnêtement, c'est euh, une plongée dans une femme qui avait tout pour être heureuse et qui va se retrouver face à l'horreur. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, je trouve ça toujours très poétique. Edna O'Brien a toujours des très belles phrases. Et puis, c'est touchant. Et puis, c'est percutant. Et puis, ça met un coup de poing au cœur et à l'estomac, croyez-moi. Donc, c'est une relecture. J'avais vraiment envie de le relire. Je l'ai relu sur le balcon en 2 soirs, pratiquement. Donc j'avais vraiment envie de le relire. Oui, j'ai pas mis de notation parce que j'avais déjà annoté le brochet, donc voilà. Mais si vous voulez le lire, Edna O'Brien, Les Petites Chaises Rouges, si vous ne connaissez pas, il y a Dans la forêt de Edna O'Brien que j'adore beaucoup et je conseille d'ailleurs Dans la forêt en premier pour Edna O'Brien. Et enfin, oui, je lis de temps en temps des BD. Alors, je vous le dis, aussitôt reçu, aussitôt lu. J'adore, moi, le travail de Jean-Yves Delitte. Hein. Moi, je l'ai connu en vérité par ses batailles, les livres sur les batailles navales, que j'ai adoré, mais vraiment. Et je suis tombée sur les Nouveaux Tsars et U-Boat. Alors évidemment, vous allez me dire, U-Boat, en gros, c'est l'histoire une expédition de cartographes dans l'Amazonie qui découvre un U-boat, donc un sous-marin allemand de la Deuxième Guerre mondiale, rongé par la rouille. Et en parallèle, on est aussi à Venise en 2059 et aussi, ça alterne les planches, donc en mars 45, quand ce sous-marin traverse l'Atlantique avec un chargement spécial. Alors, c'est brut, hein, honnêtement, moi, alors oui, je l'ai pris parce que ça colle à ma passion pour cette période de la guerre, bien sûr, mais alors, c'est toujours intéressant, il y a toujours de l'humour, il y a toujours des dialogues savoureux, il y a un graphisme, je vais vous montrer quand même. Voilà, hein, voilà. Moi, le graphisme me plaît beaucoup, c'est ces couleurs un peu. Voilà, ça alterne quand c'est dans le sous-marin, puis tout d'un coup, c'est beaucoup plus joyeux. Enfin, les couleurs sont beaucoup pétantes, puis tout d'un coup, ça revient dans les couleurs un peu sombres qui collent à la période. Bref, c'est vraiment un graphisme magnifique. J'avais adoré le tome 1. Le tome 2 s'appelle R. Himmler. J'avais vraiment aimé le tome 1. J'ai trouvé que c'était moins passionnant que le tome 1. Il est beaucoup plus lent. Le scénario là part vraiment sur un thème, une espèce de thème scientifico-mystico,
psycho quelque chose, hein, j'ai pas vraiment bien défini. C'est assez irrégulier. Et du coup, après, il y a une histoire de vengeance qui se greffe. Et c'est pas du tout ce que j'avais imaginé dans le premier. Voilà, alors peut-être que c'est pas une déception, attention, mais autant le premier, je m'étais dit, oh, il faut que j'achète le deuxième, il faut que j'achète le deuxième, ce que je n'avais pas fait parce que j'avais reçu plein de bouquins et je voulais les lire et donc vraiment, il était sur ma wishlist et je le voulais. Autant là, je vais acheter hein, le tome 3 pardon, et le tome 4, mais je vais mettre un moment, je vais attendre. Voilà, peut-être que je me les payerai pour Noël ou que je les demanderai pour Noël. Comme pareil, la fin des nouveaux Tsars parce que du coup, ça a tourné. Les deux derniers tomes, c'est pareil. Voilà, c'est pas une déception, mais je m'attendais à autre chose quand j'ai commencé le tome 1. Voilà. Donc ça, c'était le point lecture numéro 2, donc de juin. Donc je rappelle, U-Boat de Jean-Yves Delitte aux éditions Glénat. Pardon, c'est Glénat qui a fait... relecture de Edna O'Brien, Les Petites Chaises Rouges chez le livre de poche. Mes amis ne savent pas lire de Benoît Tocassielli, auto-édition. Ensuite, Tony Cavano avec l'affaire Isobel Vine, donc chez Point. Nicolas Feuze, Aurora Borealis au livre de poche. Peter Pan de Simon Rousseau aux éditions Ada. Attention à ne pas mettre entre toi télépathie. 2030 de Magaï Guyot chez Rebelle Édition. Anticipation. Le stream de Amandine Peter aux Nouvelles Plumes. À court d'eau, bien sûr. Et donc Bertrand de Borne chez Fanlac de Jean-Pierre Tuila. Et voilà mon point lecture, je vous le dis. C'est marrant, ça fait bizarre sans Hux à côté. Bah tiens, je finis avec le truc de Liverpool. Voilà, oh que c'est joli. Oui, c'est tout. Je vais vous montrer mon énorme plante. Voilà, je finis comme ça parce que vu la taille de la bête. Au revoir et à bientôt. Prochain point lecture.